chapeau fédéral comme un inspecteur britannique. En traversant le seuil du portail de l'UNESCO, le ministre Jean-Richard Bruno-Hutois, entouré de quelques cadres de son département, laisse découvrir ici ses atouts de manager. Un accord qui est un engagement entre le gouvernement congolais et l'UNESCO pour une vraie stratégie de la recherche scientifique et de l'innovation. On ne signe pas tous les jours à l'UNESCO avec Irina Bokova, la directrice générale. Je vous remercie, Monsieur le ministre, pour la confiance. Je vous félicite et je dois dire que c'est parmi cet accord nouveau que l'UNESCO commence à signer avec nos pays membres qui, d'un côté, nous donne la possibilité de continuer à accompagner nos pays membres, le gouvernement, dans la recherche des manières modernes de se développer, de développer leur système éducatif. Ici, dans ce cas particulier, c'est la science, l'innovation, les nouvelles technologies. La création des capacités, je crois, est parmi les priorités les plus urgentes dans beaucoup de pays aujourd'hui, parce que nous voyons que la marche de l'économie, de l'intégration, de la globalisation s'accélère. Et il nous faut toutes les nouvelles manières de chercher les solutions à des questions importantes pour le développement inclusif, pour un développement qui répond aux besoins aujourd'hui de la solution des questions d'une société inclusive, d'une société de savoir, et aussi de la création d'emplois et finalement d'une meilleure manière étape de vie pour les populations différentes. Et je crois qu'avec le soutien et avec la confiance que vous nous donnez, Monsieur le ministre, nous sommes très mobilisés de vous accompagner dans cette recherche. Et je crois que c'est un bon exemple aussi beaucoup des autres pays. Vous savez très bien que pour nous, la priorité Afrique n'est pas un mot vide. La priorité Afrique, c'est tout ce que nous faisons dans le domaine de la science et l'innovation, parmi, bien sûr, les autres sphères de notre travail, de nos efforts communs. Je crois que plus de science, plus d'innovation, plus de soutien aux jeunes, aux chercheurs, aux universités différentes dans vos pays et en Afrique en général, ça contribuera à un agenda post-2015 qui est inclusif et finalement qui donne des résultats à des défis qui sont autour de nous. Nous étions là et quand il a fallu, bien sûr, Madame Irina Bokova a parlé en termes de cadeaux de Noël pour parler de cette signature. Honnêtement, nous ne savons pas encore les grandes lignes de cet accord. Et si on peut savoir, oui. D'abord, je me réjouis que vous soyez là pour rendre compte de ce que nous avons fait aujourd'hui, qui est un acte important. Nous venons de signer une convention par laquelle l'État congolais, le gouvernement congolais, confie à l'UNESCO la responsabilité de conduire la démarche qui doit doter le pays d'une stratégie nationale, de politique nationale en matière de recherche scientifique et d'innovation, en matière de sciences, technologies et innovation. Nous nous sommes fixés comme objectif l'an 2025, parce que c'est l'objectif fixé par le président pour que notre pays soit un pays émergent. Et donc cette stratégie doit nous permettre d'apporter une réponse claire. Quelle doit être la contribution de la science, de la technologie et de l'innovation, quelle doit être la contribution de la recherche scientifique et de l'innovation pour que le Congo puisse atteindre cet objectif. Tout le monde sait, je l'espère, qu'il n'y a pas d'émergence, je me tue à le répéter, sans recherche et innovation, sans sciences et technologies. Elle est au cœur des politiques qui ont conduit les pays qu'on appelle pays émergents aujourd'hui à le devenir. Et donc cette réponse est très importante. C'est un travail qui va s'effectuer en un peu moins d'un an, ce qui permettra, j'espère, à la fin de l'année prochaine, que nous puissions mettre en place toutes les actions, les politiques, les programmes qui ont été validés par le gouvernement. Nous aurons encore une dizaine d'années à la fin de l'année prochaine, avant l'échéance de 2025. Je crois que c'est beaucoup, peu et beaucoup, mais c'est beaucoup
pour construire ce qu'on pourrait appeler une espèce d'écosystème vertueux qui doit amener le Congo à être dans les meilleures dispositions et dans la meilleure position pour atteindre cet objectif. Donc voilà, la particularité de cet accord, c'est qu'il est financé par le Congo. C'est quelque chose de nouveau. Ce sont des fonds nationaux, des fonds gouvernementaux qui seront logés ici à l'UNESCO. Et l'UNESCO, en tant que maître d'ouvrage délégué, aura la charge de choisir les prestataires, les cabinets, les personnes ressources qui seront nécessaires pour conduire ce processus, en étroite relation bien sûr avec nous, et ensuite nous faire l'ensemble des analyses, diagnostics, préconisations, orientations stratégiques qui sont soumises à notre validation au niveau des experts et puis qui seront soumises ensuite au gouvernement bien entendu. Donc c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que l'UNESCO apprécie énormément. L'UNESCO, vous savez, a connu quelques difficultés financières et donc aujourd'hui ne peut pas forcément répondre à l'ensemble des demandes des pays dans toutes les matières dont elle a la responsabilité. De voir qu'un pays a suffisamment de volontarisme pour financer totalement à 100% sa démarche stratégique dans un projet mené avec l'UNESCO est une chose qu'ils ont envie de promouvoir et donc pour eux c'est un peu un exemple. Mais c'est aussi effectivement des ressources qui vont arriver. C'est pour ça que c'est à la fois un cadeau de Noël pour l'UNESCO et un cadeau de Noël pour le Congo. Mais quand on parle de stratégie, il faut le dire, il doit avoir une méthodologie oblige, une sorte de répartition de spécificités, sinon de pôles. Est-ce qu'ici on peut savoir combien, oui, si pôles il y a ou spécificités il y a, lesquelles? La stratégie, elle va répondre à ces questions. En général, la démarche stratégique commence par un diagnostic. Oui. L'existant. Et dans notre cas, il ne s'agit pas de faire un diagnostic pour un diagnostic, il s'agit de faire le diagnostic de la capacité de la recherche et de l'innovation à aider le Congo à devenir un pays émergent. C'est ce diagnostic-là. Est-ce que la recherche actuelle, est-ce que l'innovation actuelle, telles qu'elles sont organisées, telles qu'elles sont menées dans les domaines où elles s'appliquent, est-ce qu'elles sont réellement capables de créer les conditions pour que le Congo demain soit émergent. Donc, premier diagnostic. À partir de ce moment-là, se dégageront des faiblesses qui seront constatées, se dégageront aussi, j'espère quand même, quelques forces, quelques points forts. Et il s'agira de corriger les faiblesses et il s'agira de renforcer les points forts et peut-être d'apporter de nouveaux points forts pour que la recherche d'innovation soit parfaitement au service à la fois du développement du pays. J'ai envie d'ajouter aussi de l'amélioration des conditions de vie des populations. Les deux, normalement, sont totalement interliés, mais il vaut mieux le dire de façon séparée et aussi claire. À la fois le développement du pays, qui se mesure en termes de croissance économique, de richesse financière, d'un certain nombre d'autres indicateurs, de balance commerciale, de taux d'inflation. Mais il est bon d'ajouter à ces critères pertinents jusqu'à présent, les critères humains, les critères sociaux, les critères de développement équitable et inclusif. Donc, il faut s'assurer aussi que la recherche et l'innovation participe fortement à l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc, une fois qu'on a fait le constat des forces, des faiblesses et qu'on a dégagé ce qu'il faut améliorer, ça se traduit en ce qu'on appelle des orientations stratégiques. Qu'est-ce qu'il convient de faire ? Où il convient de le faire, dans quel rythme il convient de le faire, et voilà. Où il faut le faire, moi je vous entends, il y a comme que votre département devient l'épicentre de tout ce qui appelle le développement au Congo. Écoutez, le département, c'est d'après la loi, qui date de 95, donc c'est pas nouveau, a la responsabilité de coordonner l'ensemble de la recherche effectuée au Congo. Et cette recherche, elle est effectuée partout. Elle est effectuée bien sûr au ministère de la Recherche. Cela va de soi, mais elle est effectuée à l'université d'abord. Et nous souhaitons qu'elle soit effectuée pas seulement à l'université, mais dans l'ensemble du système de l'enseignement supérieur. Université, école, institut, quel qu'il soit, doivent désormais porter une part de recherche. Elle est effectuée dans plusieurs ministères sectoriels. On pense notamment au ministère de la Santé, dans les hôpitaux, pour la recherche médicale. On pense au ministère de l'Agriculture, bien sûr. On pense au ministère de la Forêt, qui fait aussi un peu de la recherche. On espère que de plus en plus cette recherche sera faite dans d'autres domaines, dans le domaine industriel, dans le domaine de l'environnement, le changement climatique. Et puis surtout, il y a une deuxième dimension qui est celle de l'innovation, qui est un peu nouvelle, au sens de ce que nous avons traditionnellement fait, qui est un peu nouvelle, au sens de la dimension qu'elle doit désormais avoir pour promouvoir l'objectif de l'émergence, parce que
c'est l'innovation qui est le ferment, qui est le lait nourricier de l'émergence. Je voulais dire le ferment de la croissance, votre formule. De la croissance, le ferment de la croissance. Et donc, il faut qu'il y ait une nouvelle prise de conscience de l'ensemble des acteurs sous la coordination du ministère de la Recherche et de l'Innovation. Est-ce qu'on a l'épicentre? Non, parce que le mot va prêter à beaucoup d'interprétations. On est simplement et de polémiques. On est simplement chargé par les dispositions institutionnelles d'assurer la coordination de quelque chose qui doit être fait par beaucoup. Donc au cœur du développement. Ah, tout à fait, au cœur du développement. C'est peut-être le repositionnement qui constitue un peu le virage actuel. Vous savez, la recherche, elle est faite de plusieurs composantes. Il y a la recherche fondamentale. Il faut que le Congo continue à faire la recherche fondamentale. Nous avons les compétences pour ça. Nous avons des chercheurs de qualité dans ces domaines. Mais elle est chère et n'aboutit pas toujours. Dans la recherche fondamentale, on trouve peu, on cherche beaucoup. Mais il faut la faire. C'est celle qui fait avancer la connaissance universelle. Je crois qu'aujourd'hui, des pays comme les nôtres, des pays en voie de développement... N'aboutit pas toujours, pas cette fois. Elle n'aboutit pas toujours, on va dire ça. Mais je crois que un pays comme le nôtre, un pays qui est en voie de développement, un pays qui a encore trop de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, trop de personnes qui sont encore soumises à la malnutrition, trop de mortalité infantile, de femmes enceintes, un pays qui est encore à la recherche de l'optimum pour que tout citoyen considère qu'il vit bien, ne peut pas consacrer l'essentiel de son effort humain, technique, financier à la recherche fondamentale. Ça n'a pas de sens. Donc, nous devons inverser les choses. Nous devons consacrer davantage d'efforts à la recherche qui est liée au développement, qui est liée à l'amélioration des conditions des hommes. Ça s'appelle aussi recherche fondamentale. Peut-être que ça débouche plus souvent sur la recherche appliquée, peut-être plus souvent sur la recherche développement, mais surtout, j'espère qu'elle va déboucher de plus en plus sur l'innovation, qui est la capacité à faire changer les choses dans le sens de l'objectif que nous sommes fixés. Donc, oui, à notre niveau, il y a aussi une prise de conscience au niveau des chercheurs. Nous sommes en train de l'amorcer et ça fait 3 ans que nous en parlons. Et la démarche stratégique doit aussi créer les conditions pour cela. Choisir le schéma institutionnel approprié pour ne pas consacrer toute notre énergie, par exemple, à la recherche spatiale. C'est important, mais c'est quand même pas notre priorité. Voilà. Monsieur le ministre, quand on parle d'innovation, on pense aussi au label. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un label Made in Congo qui existe? Il y a, bien sûr. Il y a un label, mais c'est un label qui existe un peu comme la prose du bourgeois gentilhomme, qui disait qu'il faisait la prose sans le savoir. Je crois qu'il y a un label sans qu'on sache qu'il y a un label. Il s'agit maintenant de mettre en place l'organisation appropriée pour encadrer l'innovation, pour appuyer les innovateurs, pour les aider, pour les mettre en relation avec les scientifiques de haut rang, les mettre en relation avec les instituts de recherche, les emmener à transformer leurs idées, leurs découvertes, leurs concepts nouveaux en solutions. Et ce sont ces solutions, cet ensemble de solutions qui va être le label Made in Congo. Il faut donc créer ce qu'on appelle un écosystème vertueux pour que ce label Made in Congo corresponde à une réalité. Moi, j'aime les exemples concrets. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Il y aura un label Congo lorsque nous aurons du manioc Made in Congo dans le supermarché, ici à Paris, Casino. Là, il y aura un label Made in Congo. Et c'est possible. Ça n'a rien du rêve. Ça n'a rien du rêve. Il y aura un label Made in Congo lorsque le mfumbwa, le coco, le nietom africanum, c'est son nom savant, sera ici disponible ou n'importe où dans le monde. Il y aura un label Made in Congo quand il y aura des médicaments, des sérums, des vaccins qui ont été découverts par des Congolais pour le Congo, pourquoi pas pour le monde, qui sont disponibles dans toutes les pharmacies du monde. Voilà. C'est possible. Monsieur le ministre, en fait, c'est une question aussi qui va dans le sens où vous aimez le concret. Il y a aujourd'hui Véron Mankou qui commercialise son téléphone avec l'ISO 9000 ou l'ISO français. Donc c'est pour ça que je vous posais la question, parce que tout est fait au niveau du Congo et justement comment il faut faire pour l'aider pour qu'il aille plus vite comme un saut de puce. Alors il y a plusieurs choses dans votre question. La première, il faut se réjouir
de voir que dans un environnement qui, pour l'instant, je le dis, est insuffisant, n'est pas à la hauteur des ambitions actuelles du pays de devenir pays émergent. Je parle de l'environnement pour favoriser l'innovation. Il est insuffisant. Nous le construisons. Nous sommes en train de créer l'agence pour la promotion de l'innovation. Nous avons transformé un centre qui existait avant, qui se consacrait à la documentation, pour qu'il devienne progressivement l'agence de promotion de l'innovation. Nous avons pris les textes pour ça. Nous avons nommé un directeur général par intérim récemment, avant de venir. Et donc, ça fait partie des éléments institutionnels qui vont appuyer les innovateurs. Nous allons transformer un centre de recherche en un institut de recherche en sciences de l'ingénieur, technologie et innovation, pour qu'il soit l'autre instrument technologique au service des innovateurs. Nous sommes en train de reconfigurer un fonds de développement qui existait du point de vue des textes, mais qui dans la réalité ne fonctionnait pas comme une institution, comme un organisme. Il est en train de devenir un organisme. Nous avons pris les textes provisoires d'application de la loi qu'il avait créée pour nommer les personnes conformément à cette loi, pour qu'ils deviennent, je l'espère, l'outil par excellence pour financer l'innovation. La recherche a ses mécanismes de financement, mais le fonds devrait principalement aider à financer l'innovation. Malgré l'insuffisance de tout cet environnement Coût fabrique des smartphones, vient dans l'ancien nouveau, fabrique des tablettes, va fabriquer des smartphones sur place à Brazzaville, met en place un hub qui est un incubateur pour des jeunes innovateurs, le Bantu Hub. Sachez qu'il y a 2 autres Congolais qui ont également fabriqué des tablettes, un qui est ici en France et un autre qui est aux États-Unis. Celui qui est en France fait son lobbying pour obtenir le soutien. Je l'ai reçu personnellement, j'ai sa tablette chez moi sur mon bureau. Donc il faut se réjouir. Ça confirme que le potentiel créatif des Congolais dans le domaine des TIC, il est réel, il existe, il est très important. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il faut parfaire cet encadrement, il faut parfaire l'environnement à mettre en place. Il faut ensuite, vous l'abordez, traiter de toutes les questions des normes, vous parlez de ISO 9001, ainsi de suite. Ça n'est pas facile. Beaucoup d'initiatives ont été prises, ont été lancées par beaucoup dans ce domaine. Il faudra poursuivre. Nous n'avons pas aujourd'hui, je l'avoue, l'ensemble des organismes qui puissent nous permettre de dire qu'au Congo, la question de la normalisation, elle est totalement réglée. Il faut y travailler. Ce n'est pas le plus urgent pour moi. Une entreprise qui est ISO 9000, 9001 accède ainsi à une norme que tout le monde comprend. Quand nous avons des normes typiquement congolaises, il faudra encore expliquer, il faudra communiquer, il faudra faire la pédagogie. Donc ce n'est pas forcément le plus important. Ce qui est important pour moi, c'est que ces jeunes innovateurs puissent accéder au brevet rapidement. Et nous avons l'intention de financer l'accès au brevet en tant qu'État. Souvent, ils ont de bonnes idées, ils ne peuvent rien en faire parce qu'ils n'ont pas l'argent pour accéder au brevet. Il faut ensuite les aider, les accompagner pour faire des prototypes. Il faut ensuite les accompagner pour les emmener jusqu'à rencontrer des banques, des partenaires, pour que cette bonne idée se transforme, comme je l'ai dit, en produit, en solution. Coût, nous travaillons ensemble. Nous allons le faire en 2015. Je l'ai rencontré avant de venir ici. Et j'espère surtout, et lui aussi, qu'il servira d'exemple pour beaucoup, pour qu'il ne soit pas un cas particulier, une goutte d'eau dans la mer, mais que nous réussissions ensemble à créer plus qu'une masse critique d'innovateurs, mais à faire du Congo le pays de l'innovation. C'est l'ambition qu'il a. Il a écrit un livre qu'il m'a gentiment dédicacé il y a quelques jours, et nous sommes parfaitement sur la même longueur d'onde. Donc, on va y travailler pour que la science, l'enseignement scientifique, le plus tôt possible, fasse partie du lait dont est nourri le jeune Congolais, et que de plus en plus le Congolais inscrive dans ses perspectives d'avenir tout ce que la science peut lui réserver. Et le domaine où ça peut aller le plus vite, ce sont les TIC. Ce sont les TIC. Il y a tellement à faire, il y a tellement de capacités que je crois que c'est de là que viendra l'émergence. Bruno Itoi n'a pas voulu quitter le temple de la connaissance sans se faire de la voix, car dorénavant, il plaide pour les chercheurs africains, partout où il va. Je plaide pour qu'une initiative africaine soit prise au niveau de l'UNESCO pour les questions d'éthique et de bioéthique. C'est un peu un parent pauvre africain, et les scientifiques m'ont demandé de vous dire ça. Cela dit, c'est aussi une prêche de bonnes nouvelles de la recherche scientifique et de l'innovation dont le Congo est en train de prendre la tête, car il voyage beaucoup.
communiquer de façon efficiente sur les 11e Jeux africains Brazzaville 2015 après le dévoilement des symboles et autres référents de ces Jeux par son Excellence Monsieur le Président de la République Denis Sassou Nguesso, mobiliser toute la crème sportive de la diaspora congolaise sur le vieux continent. Voilà l'objet de la mission effectuée par le COJA Brazzaville, mission conduite par le ministre Léon Alfred Opimba. Bien plus qu'une simple opération séduction en faveur des Jeux, il s'est agi à 9 mois de cet événement sportif panafricain de fédérer, mieux de booster toutes les énergies sportives congolaises de la diaspora. L'obsession cardinale étant de maximiser les chances de médaille à nos athlètes. À Paris, tout comme à Bruxelles, le maître mot a été celui d'un repérage scientifique des meilleurs du moment. Potentielle chance de médaille en 2015. La démarche a été vivement saluée par les acteurs directs et indirects des sports de la diaspora congolaise. La démarche que le ministre a entreprise, c'est une bonne démarche. Vous ne pouvez pas savoir quelle est la joie. Quelle est la joie, on ne pouvait pas mesurer non plus la joie que nous ressentons quand on reçoit déjà une autorité comme ça, déléguée par le gouvernement, qui vient nous parler du sport, de ce qu'il est en train de faire concernant les JA. Des groupes de travail ont été renforcés autour du comité de suivi des athlètes de haut niveau, Pôle Diaspora. Les instructions reçues sont celles de jouer la montre, de mettre sur pied des programmes clairs en contact avec les fédérations sportives nationales concernées. Nous en avons profité pour lancer un appel justement à la mobilisation des sportifs congolais qui sont ici en Europe pour qu'ils puissent s'approprier les Jeux africains. Le tout dans une réelle harmonie avec les fédérations sportives nationales qui, en l'occurrence, gère les sportifs. En 9 mois, nous nous inscrivions dans un programme efficient de préparation des athlètes et pour pouvoir espérer glaner les médailles parce que, comme dit le président de la République, nous avons des infrastructures, mais il faut absolument que ces infrastructures nous permettent de glaner des médailles aux différentes compétitions à l'occasion de ces 11e Jeux africains. Le sprint final, en ce qui concerne les préparatifs techniques, est désormais lancé. Ici à Bruxelles, tout a été peaufiné de telle sorte que tous les sportifs congolais de la diaspora soient désormais engagés pour représenter dignement notre pays aux 11e Jeux africains Brazzaville 2015. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons. Voici quelques jours, sinon quelques semaines, il s'est passé à Dakar, au Sénégal, quelque chose de peu commode. Et ce n'est pas pour la première fois. Alors, remontons donc dans les temps. En 2007, à Dakar, plus précisément, oui, encore, Nicolas Sarkozy, président français, avait tenu un discours avec des propos moins commodes. C'était à l'université Cheikh Anta Diop, c'est là où il lâcha cette formule. L'Afrique n'est jamais assez rentrée dans l'histoire. Comme si cela ne suffisait pas, 2014, cette fois-ci à la francophonie et encore à Dakar, François Hollande, président de la France, devant les pairs africains, tient un propos, sinon des mots de trop. Faites ceci, faites cela, encore et encore, un discours que les uns ont dit de discours colonialiste. Jusque-là, personne, si ce n'est la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, qui a lâché sa colère, Madame Louise Mushikiwabo. Et puis, ce silence, comme d'habitude, celui des intellectuels africains. Quand président qui est avec ses pairs, ici au sommet de la francophonie, viennent ne pas discuter avec eux, mais dicter ce qui devrait se passer dans leur pays. Je trouve ça d'ailleurs assez inélégant. Qui décide de l'avenir politique des Africains? Ce n'est pas Paris qui décide. Et seulement, voilà, une bonne frange des citoyens du monde ont tenu à donner réponse à ces propos, les propos du président François Hollande. Ils sont camerounais, pour ne pas dire africains, européens également. Nous étions à Bruxelles, nous étions à Paris. Voici donc les réactions ramassées ici et là. Bon, d'abord, qu'est-ce que c'est que la francophonie? Est-ce que c'est un club de rencontre entre des pays qui parlent la même langue? Bon, si c'est le cas, à ce moment-là, pourquoi la Belgique n'est pas là? Pourquoi la Suisse n'est pas là? Pourquoi le Québec n'est pas là? Le Québec n'est pas un pays, mais enfin, c'est quand même une région où on parle
Quand on parle du terme francophonie, c'est toutes les régions du monde qui parlent la même langue, qui parlent le français. Il a tenu un langage où il a dit des banalités. Enfin bon, pour moi ce sont des banalités. S'il se permet, malgré, on va dire, cette cote de légitimité qui est en baisse, s'il se permet d'impopularité, donc de légitimité, s'il se permet ça au niveau des Africains, c'est qu'il y a un fait qui le permet, que les gens doivent comprendre. Ce fait-là, c'est ce qu'on appelle la charte de l'impérialisme. C'est-à-dire qu'en 1885, les États européens plus l'Amérique ont décidé que, à part eux, les autres pays n'existent pas. C'est-à-dire que l'article 2 dit qu'il n'y a aucune souveraineté à part les pays signataires de la charte de l'impérialisme. Par conséquent, il peut se permettre de venir devant les chefs d'État africains, mais lui, dans sa tête, les chefs d'État africains ne sont pas chefs d'État. Ils sont ses obligés. Ils sont là pour faire ce que lui, Hollande, la France, a décidé de faire. Donc, par conséquent, il se lâche. C'est ce qui a fait que Sarkozy aussi s'est lâché au Sénégal, dans une université qu'on appelle Cheikh Anta Diop. Quand on connaît Cheikh Anta Diop, l'universitaire qui a osé parler de l'histoire africaine à tout le monde, c'est ce qui a fait aussi qu'à la Baule, François Mitterrand s'est aussi permis de dire, mais écoutez, vous Africains, si vous voulez la démocratie, il va falloir des conditions. Mais tout ça est vraiment lié à cette histoire-là qu'on doit expliquer aux gens pour qu'ils comprennent pourquoi ils agissent ainsi. Ceci dit, revenus en France, ils n'ont pas le même langage. S'ils considèrent que il faut respecter la loi, il faut respecter les constitutions, mais une fois qu'on est en Afrique, et donc avec les Africains, bon, la loi n'existe pas parce que eux, ils ont décidé depuis longtemps que les Africains, ça n'existait pas. Donc c'est maintenant à nous de nous organiser pour dire, écoutez, voilà comment nous comptons faire pour que nos actes, nos décisions, nos représentants comptent déjà à nos yeux et à l'extérieur. À partir de ce moment-là, je suis convaincu qu'il ne pourra pas se permettre des digressions et de dire des choses qui ne tiennent pas la route. À un moment, il faut que les Africains se regardent et se disent, il va falloir qu'on s'organise pour que les lois que nous allons prendre chez nous soient appliquées, soient respectées. Si c'est le cas, forcément, ceux d'en face, c'est-à-dire la France, sera dans une obligation de respecter la loi africaine, la loi congolaise, la loi camerounaise, la loi ivoirienne. Mais tant que nous-mêmes, nous ne respectons pas nos propres lois, ça va être difficile. Revenons par exemple à ce qu'a encore dit François Hollande. Il dit quoi? Il dit mais les présidents qui tripatouillent les constitutions, qui les mettent à leur mesure, mais ça ne marche pas. Alors on se rend compte que la même chose s'est réalisée par exemple en Côte d'Ivoire en 2010, où le Conseil constitutionnel a tranché une élection présidentielle. Et ce constitutionnel a donné ses résultats. Mais ces résultats n'ont pas été respectés à l'extérieur, notamment par la France, sous le prétexte que le président du Conseil constitutionnel est l'ami du président. Par conséquent, ça ne tient pas la route. Voilà comment un Conseil constitutionnel délibère, décide, et de l'autre côté on dit non, ça ne peut pas marcher ça, non, ça ne va pas parce que c'est l'ami d'un tel, d'un tel. Non, par conséquent, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que on ne respecte que les intérêts d'abord français. Si les intérêts français sont en jeu, bon, le Conseil constitutionnel peut avoir raison. Mais si les intérêts français ne sont pas en jeu, bon, dans ces conditions-là, bon, on peut laisser passer. Si on pouvait parler aux Africains, c'était plutôt de leur dire, mais écoutez, si vous vous respectez, forcément, vous tirez le respect de l'autre. Et que l'autre aussi vous prend en considération. Donc, pour revenir à la francophonie, moi je pense qu'à un moment, il faudrait que nous réfléchissions pour dire, mais tiens, bientôt on va être en termes de population on va être pratiquement les troisièmes. Donc on peut penser à une langue africaine qui est véhiculée, que tout le monde parle. Là, en l'occurrence, je fais
référence au Lingala, qui est parlé par 2 grands pays, on peut aussi faire en sorte que ça soit suivi, ou pour aller plus loin, on a aussi le Swahili, qui est pratiquement parlé dans tout le sud de l'Afrique. Donc on peut penser, réfléchir à ce genre d'action pour que le respect naisse. Parce que le respect ne se décrète pas. Le respect, ce sont les actes en fait. Le respect, c'est les actes. Par conséquent, la francophonie, on peut en parler parce que ça reste une affaire familiale. C'est-à-dire que ceux qui partagent la langue française comme véhicule, comme langage, bon, ça peut être une histoire d'amis, et ça peut se faire, mais ça ne doit pas aller au-delà. Encore qu'aujourd'hui, la francophonie, ce n'est plus seulement le français, elle est encore plus ouverte. L'anglais et d'autres langues sont aujourd'hui acceptées. Hein. Non seulement elle est ouverte, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la francophonie reste encore de façon stratégique. C'est l'autre palier pour pour soumettre les Africains dans un système organisé. C'est-à-dire que si on met la francophonie devant, on peut mieux maîtriser le système éducatif, on peut mieux maîtriser les relations diplomatiques, on peut mieux maîtriser les anciens chefs d'État africains à qui on peut proposer des postes s'il y a des difficultés. Donc en fait, c'est un pendant qui permet à la France d'avoir la mainmise sur les Africains à tous les niveaux, au niveau de l'esprit même. C'est ça la difficulté. Est-ce que l'Europe, en général, est bien fondée pour donner des leçons à l'Afrique, vu ce qui s'est passé dans le passé? Est-ce que l'Europe, avec tous les liens, que ce soit François Mitterrand, que ce soit François Hollande, que ce soit Nicolas Sarkozy, en général, est-ce que l'Europe, vu l'histoire, est bien placée pour donner des leçons de l'importance dans l'histoire à l'Afrique? Et nous savons tous que les pays africains ne sont pas entièrement libres, donc dans tous les domaines en tant que tels. Donc qu'il existe encore une pression qui vient du monde occidental. Vous savez, tout passe par la connaissance. Faire connaître l'histoire. Quand on connaît quelque chose, quand on connaît une formule, on sait comment l'utiliser lorsqu'on a des ingrédients. Donc les cultures ne peuvent pas toutes être la même, c'est pas possible. Donc comme dans chaque culture, il peut y avoir des déchets. Ça arrive parce que le propre de cette diversité inclut ce deuxième élément qui est fondamental, c'est le contraste. Le contraste permet le développement, c'est-à-dire que nous ne sommes pas du même peuple. Nous nous rencontrons. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que nous avons à connaître? Qu'est-ce que nous avons à apprendre? Voilà, c'est comme ça. Et donc, nous enseignons que l'homme doit être tolérant, et même au-delà, l'homme doit permettre. Parce que la tolérance n'est pas toujours bon. La tolérance, c'est pour ceux en fait qui n'acceptent pas forcément. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous êtes tolérant, ce qui se passe, c'est que en fait, vous acceptez que quelque chose se passe, mais dans votre cœur, vous n'êtes pas forcément d'accord. Vous tolérez. Mais ce n'est pas à cela que nous voulons arriver. Nous voulons arriver à la permission. Car lorsque vous permettez, c'est avec droit, c'est avec liberté absolue que vous permettez. Et quand on permet, il y a plus d'échanges, plus de collaboration et plus d'évolution. Voilà. Mais c'est la même politique qui vont continuer. C'est France-Afrique. Parce que la France, il n'a rien. Toute la richesse de ce pays, ça vient du continent africain qui a grosso modo croissance à 5,5. Où va cette croissance? 1 milliard de personnes qui créent 5% de croissance. Ça va où cet argent? Le point, c'est que de gauche ou de droite, j'ai l'impression que c'est la même chose, quoi. Parce que là, quand on voit M. Hollande venir dicter des consignes à un continent qui est souverain, vraiment ça me désole. Je n'arrive pas à comprendre cette mentalité alors que nous sommes sortis
de cette gouvernance, de la colonisation et tout ça. L'homme noir aujourd'hui a évolué, il sait lire, il sait réfléchir, il sait parler. Je comprends pourquoi les gens peuvent continuer à réagir de la sorte, quoi, à considérer des Africains comme des enfants. C'est-à-dire qu'un enfant à qui on vient dire comment faut-il marcher, comment faut-il manger, comment faut-il boire. Et ça, c'est inadmissible. Les propos que le président Hollande a tenus devant ses pairs, c'est inélégant. On ne peut pas accepter ces genres de propos de nos jours. Ça n'engage que moi. Je l'en veux, ce monsieur-là. Pourquoi je l'en veux? Parce que je suis congolais. J'avais bien voulu que l'ambassadeur Henri Lopez soit nommé secrétaire général de la francophonie. Et c'est lui qui a manigancé tout pour que Henri Lopez ne passe pas. Mais on va veiller sur ça. Je suis le président des Jeunes de Bas-Congo à Paris, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je suis français d'origine du Congo, Brazzaville. En ce qui concerne Hollande, on sait comment un jour agir dans ce genre de choses-là. Mais de toutes les façons, mon association Les Jeunes de Bas-Congo à Paris, on va lui envoyer une lettre ouverte la semaine prochaine. Alors, vous dites la semaine prochaine, peut-on déjà savoir, c'est l'esprit de la lettre, ce sera pour dire? Attendez quand la lettre sera publiée, parce que ça sera une lettre ouverte. Donc pour vous, ce qu'il a eu à dire aux pères africains ne mérite plus d'être relancé, sinon de façon plus directe, plus claire. Qu'est-ce que vous lui reprochez dans son langage? Mais moi je pense que déjà lui-même, il est mal placé pour donner la leçon à qui que ce soit. Pour donner les leçons, ce genre de leçons à des présidents africains qui étaient là, il faut qu'on soit d'abord exemplaire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites partie de ces Européens qui pensent que les Européens doivent continuer à dicter les choses aux Africains, dans le pays africain? Non, c'est vraiment pas une bonne chose en fait. Il faut laisser le Congo se développer de lui-même en fait. Enfin, non, pas seulement le Congo, l'Afrique. Oui, non, pas seulement le Congo, toute l'Afrique, mais c'est pas aux autres à venir et à dire ce qu'il faut faire quoi. C'est pas, enfin, moi je pense pas comme ça quoi. Et c'est à nous, l'Afrique, de décider de notre sort. Si on doit coopérer avec la France ou pas, et on doit coopérer avec qui nous voulons. Nous ne voulons pas vivre dans l'autarcie. Mais nous ne voulons plus ce genre de manœuvre. Ça suffit. Stop now. Cette affaire ne va pas s'arrêter là. Après Paris et Bruxelles, Bruxelles, capitale de l'Europe, la prochaine étape, ce sera Rome, Londres et Munich. Badia de la